Merci Pauline. Bonjour à tous, je suis Lady Dragon, exploitante agricole dans le 35, éleveuse de poules pondeuses bio et vaches allaitantes bio. Et récemment, enfin depuis quelques temps, présidente de la commission de la place des femmes chez AgroBio 35. Voilà, donc ça me fait plaisir de pouvoir échanger avec vous. On va passer par la présentation de nos intervenants. Romane, je te laisse te présenter. Oui, pas de souci. Je fais plutôt une présentation complète ou c'est juste rapidement? Au succinct. Ok. Et bah donc déjà merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait très plaisir de pouvoir participer à cette conférence. Et donc je m'appelle Romane Orsolini et je suis étudiante en école d'ingénieur en agronomie. Et j'interviens aujourd'hui parce que j'ai mené l'année dernière un projet qui s'appelle Femmes et agricultrices. Voilà. Je ne sais pas si je dois en dire plus tout de suite. Ou... On va continuer. Alexandre, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Alexandre Guerriot. J'avais construit l'enquête Femmes et Bio de la FNAB en 2018 sous la direction du comité de pilotage qui était présidé par Stéphanie Pajot. C'était une enquête qui avait pour objectif de prendre la mesure de la place et du rôle des femmes dans l'agriculture biologique en France, qui a recueilli pas loin de 2500 réponses. Et peut-être un petit mot sur mon travail aujourd'hui. Ça m'a amené en thèse de sociologie à l'Université de Lille. Et donc, suite à cette enquête de la FNAB, donc je poursuis sur le sujet. Donc là, c'est sur le lien entre l'écologisation des pratiques agricoles et la division sexuée des tâches sur les fermes, avec une enquête plus collée au terrain. Donc, ce n'est pas un questionnaire. En fait, je travaille sur des exploitations pour dresser le portrait de l'intérieur de leur organisation du travail en France et en Espagne, qui est un autre pays où la bio connaît un fort développement. Merci. Émilie. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je m'appelle Émilie Serpossian, je suis animatrice au sein des CIVAM de Loire-Atlantique et j'ai la chance d'accompagner depuis 2013 un collectif d'agricultrices qui s'appelle le groupe Femmes et qui, il y aura une agricultrice qui viendra se joindre à nous quelques minutes un peu plus tard dans l'après-midi. Normalement, c'est elles qui ont la parole, mais aujourd'hui, elles étaient très, très prises toutes. Et donc, voilà, on aura la chance d'accueillir quand même Mareva un peu plus tard. Voilà. Merci beaucoup. On va parler un petit peu avec Romane. Qu'est-ce qui a fait que dans ton parcours, que tu sois motivée à te pencher sur le sujet de la place des femmes? Hop là, j'ai un petit bug. Hop. Tu m'entends, Romane? Oui, oui, oui. Ah oui, pardon, parce que j'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. Si, je crois qu'il y a juste un petit décalage. D'accord. Alors, du coup, dans mon parcours, c'est vrai, donc là, j'arrive en dernière année d'école d'ingénieur en agronomie, spécialisation agroécologie. Donc, ça fait un moment que, bon, c'est une formation assez longue. Et finalement, je me suis rendu compte qu'avec ma formation, j'avais acquis énormément de compétences techniques, scientifiques et économiques même, mais qu'il manquait un peu un volet social à tout ça. En tout cas, moi, ça me manquait. Donc, j'ai commencé à me poser des questions sur la sociologie de l'agriculture. Et puis, petit à petit, en creusant, je me suis rendu compte que la question du genre, elle se posait déjà réellement. Et donc, j'avais fait un peu des recherches et donc j'avais trouvé des chiffres qu'on a sûrement tous en tête aujourd'hui, où il y a un quart des chefs des exploitations en France qui sont des femmes et bien plus d'agricultrices que ça, mais qui n'ont pas forcément ce statut-là. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, dans mon parcours, j'avais pas rencontré un quart d'agricultrices. Que dans tous les producteurs et les agriculteurs que j'avais rencontrés, je suis pas sûre d'exagérer en disant qu'il y avait peut-être bien 95% d'hommes, quoi. Et du coup, ça m'a vraiment interpellée. Et j'ai voulu
voilà, j'ai voulu en savoir plus sur ces questions et vraiment comprendre quels pouvaient être les enjeux supplémentaires du fait d'être une femme dans l'agriculture. Donc voilà, c'est de là d'où ça vient. D'accord. Ok. Et tu as rencontré beaucoup d'agricultrices. Est-ce que tu as remarqué un point commun entre toutes ces femmes agricultrices? Une particularité? Oui, et ben déjà, je pense que bon, il n'y a pas de profil d'agricultrice type, hein. C'est sûr qu'il y a autant d'agricultrices que de personnes. Mais par contre, ce qui m'a vraiment marqué, c'était le fait que toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est des femmes battantes et en fait qui se battent pour pouvoir exercer le métier qu'elles veulent. Et ça m'a vraiment interpellée parce qu'elles aiment ce qu'elles font. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que dans tous les cas, il y avait ce besoin voilà, d'y aller et tout ça. Donc peut-être que ça souligne effectivement des enjeux différents. Je ne suis pas sûre que tous les agriculteurs hommes aient autant de batailles à mener. Oui. Vous avez peut-être des réactions, Alexandre ou Émilie? Ce que vient de vous dire Romane? Du coup, ça résonne très fort avec les témoignages et les parcours des agricultrices avec lesquelles je travaille, qui sont très diversifiées et dans leur statut, âge, type de production, système, tout ça. Et où en effet, elles bataillent beaucoup plus dans le sens où, de prime abord, elles ne sont pas forcément toujours reconnues comme des professionnels à part entière. Et donc, avant de pouvoir avoir des interactions professionnelles valides, il faut d'abord qu'elles soient reconnues vraiment comme des vrais professionnels et pas des femmes d'eux ou des sœurs d'eux, ou qu'elles viennent un petit peu là trouver une activité, mais que ce n'est pas vraiment un métier. C'est un peu caricatural, mais malheureusement, c'est vraiment beaucoup de situations en fait, où dans leur parcours, à un moment ou à un autre, plus ou moins longtemps, ça s'est vraiment posé, quoi. Merci. Alexandre? Et voilà, ça m'interpelle vachement ce que vous dites parce que c'est exactement ce que je vois aussi en fait avec et même à travers un questionnaire qui a interrogé beaucoup de monde, c'est aussi ce qu'on voit. Un truc dit Romane voilà, qu'elle a observé du point de vue de son projet, c'est quelque chose qu'on retrouve à grande échelle. Le fait qu'il n'y ait pas d'agricultrice type, qu'il y a une grande diversité de profils. On le voit dans les statistiques. Essayer de faire de modéliser pour trouver de faire une modélisation statistique pour trouver des profils types, et ben on ne trouve pas. Et donc du coup, voilà, ça met en lumière, je pense, le fait qu'il faut s'intéresser à la singularité des parcours des personnes. Et sur le fait qu'elles doivent se battre davantage, ça, bon, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Là, je vous ai préparé quelque chose pour en parler. Mais c'est aussi pareil, ça fait énormément écho. Justement, on va arrêter avec toi, Alexandre. Est-ce que tu peux d'abord commencer par nous présenter qui sont les agricultrices bio? Oui. Et quel rapport elles ont aussi avec, avec la division sexuée sur les tâches de la ferme? Alors, je vais peut-être le faire en deux fois parce que je risque d'être un petit peu long. Mais oui, vas-y. Qui sont les agricultrices bio? C'est voilà, donc sur la première question, donc voilà, comme on l'a souligné, c'est une question qui est faussement simple. Là, je vais répondre en 2 points rapidement. Déjà, en fait, on part d'un constat, c'est le fait qu'il y a un certain nombre de trous dans la raquette des sources statistiques administratives, dont on pourra reparler éventuellement. En gros, il y a 3 sources, l'INSEE, la MSA et le recensement agricole. Et donc là, je vais m'appuyer sur les données des répondantes au questionnaire de la FNAF. Donc un premier point, c'est qu'il faut distinguer les agricultrices bio en tant que personnes de leur lieu de travail. Donc je commence par décrire les personnes. Donc c'est une population qui est relativement jeune, qui est une moyenne de 44,8 ans, contre un peu plus de 46 ans pour les femmes françaises, donc la même année où on a passé le questionnaire. C'est une population qui est très diplômée, qui a 89% d'entre elles ont au moins le bac, contre 40% de la population française à la même année. Il y a 40% qui ont un diplôme supérieur à bac+2,
et 64% qui sont passés par l'enseignement agricole. Sur la composition de leur ménage, on a 83% vivent en couple avec des enfants, c'est 51% des répondantes. Par rapport, puisque la question a été posée à la session précédente, du coup je l'introduis là, la proportion de familles monoparentales est faible. Elle est de 5,5% contre 22% des familles françaises. On a un tiers des répondantes qui disent être arrivées en bio par une reconversion professionnelle. Mais on sait que presque 4 répondantes sur 5 ont exercé au moins un emploi avant d'être agricultrices, et des emplois qui sont aussi, là aussi très divers. Et ça, pareil, ça retient l'attention de l'assistance, on pourra en reparler. Concernant leur travail sur leur ferme, 3 configurations principales de partage de la direction des fermes. Donc on a une part importante d'entre elles qui gèrent leur exploitation seules, c'est plus d'un tiers, ou en couple, ça c'est 44%. 15% et demi qui dirigent leur exploitation entre associés de structures sociétaires, donc le GAEC ou ERL, donc soit des entreprises familiales ou en association avec d'autres agriculteurs et agricultrices. Elles déclarent 38 heures de travail hebdomadaire en moyenne, avec des écarts qui sont très importants. On a donc 25% d'entre elles qui interviennent moins de 20 heures sur leur ferme, mais aussi 25 autres % qui interviennent plus de 50 heures. Il faut prendre en compte aussi que 18% d'entre elles exercent une activité professionnelle en dehors de la ferme, donc elles ont 2 métiers. Et second point, c'est à quoi ressemble leur ferme, où est-ce qu'elles travaillent. Donc, là, pour des raisons de simplification, dans l'enquête, on avait fait 5 grandes catégories de production, mais j'ai les chiffres pour tous les OTEX par contre. Donc, sur les fermes des répondantes, on pratique l'élevage, dans 46% des cas, les grandes cultures dans 24% des cas, la viticulture dans 13% des cas, le maraîchage dans 30% des cas, et l'arboriculture dans 22% des cas. Et à noter que dans un tiers de ces fermes, on pratique au moins 2 de ces 2 grands ensembles de production. C'est des personnes qui ont un travail qui est multiforme. Elles font plusieurs métiers de l'agriculture. Voilà. Et un petit point superficie, parce que c'est important pour la PAC. Sur 1700 modalités exploitables, la moyenne, c'était 50 hectares. Ça cache des disparités qui varient beaucoup en fonction des productions. Et il y a un intérêt à travailler sur cette donnée parce qu'il y a un seuil de 52 hectares qui est important pour les aides de la PAC à l'hectare et qui est discriminante parce que les hommes travaillent sur des exploitations en moyenne qui sont en moyenne plus grandes. Voilà pour le portrait des agricultrices. Rapidement. Merci. Romane, est-ce que tu veux dire quelque chose? Oui, je sais pas. Enfin, c'est vrai que du coup, dans mon travail, il n'y avait pas toute cette partie chiffres, mais je trouve ça hyper intéressant. Ce qui ressort, c'est quand même une grande diversité. Et du coup, je sais pas s'il y a des chiffres. Enfin, de l'impression de ces chiffres-là, on dirait qu'il y a plus de diversité et plus de profils différents en bio qu'en conventionnel ou en autre agriculture. Je sais pas si c'est le cas et si Alexandre, tu avais des infos là-dessus, mais je trouve ça intéressant. Merci Romane. Émilie? Moi, ça résonne pas mal. On a fait, donc les agricultrices ont souhaité l'année dernière, non, c'est là, en 2020, pardon, mais c'était avant l'été, qu'on réalise une enquête auprès des adhérents et des adhérentes des CIVAM 44 pour contribuer à alimenter la réflexion collective autour des questions de stéréotypes de genre, justement de division genrée des activités sur les fermes et des problématiques de visibilisation du travail des agricultrices. Et aussi de la question de cerner c'est quoi le travail. Et notamment, on est allé les interroger sur la répartition des tâches et sur le domestique, donc pas que sur la ferme. Et alors, je suis étonnée du 38 heures, je trouve ça assez chouette. Nous, on était sur des moyennes qui étaient quand même plus élevées, si je ne m'abuse. Et on était plutôt à 57 heures en moyenne. Et ce qui était rigolo, c'est que c'était équivalent pour les hommes et pour les femmes. On était à 57 heures pile. Par contre, on en reparlera peut-être tout à l'heure, la répartition entre le temps de travail déclaré passé à la ferme et le temps de travail domestique déclaré, là, il y a des distinctions de genre qui s'expriment bien. D'accord. Donc, du coup, Alexandre,
on va repartir sur les rapports que les agricultrices ont avec la division sexuée des tâches sur la ferme. D'accord. Alors, donc ouais, le rapport qu'elles ont avec la répartition sexuelle des tâches sur la ferme. Donc voilà, donc ce que j'ai énuméré tout à l'heure, c'est ce que disent les chiffres. Et là, du coup, ben, on parle de reconnaissance et on va voir que voilà, on va faire le lien. Voilà, les agricultrices ne sont pas définies que par des chiffres et par cette description un peu froide. Il y a leurs mots qui parlent aussi pour les définir et pour définir leur rapport au travail. Et donc, on va voir un peu qu'est-ce que révèlent leurs mots, les agricultrices bio et leur travail. Donc, dans le questionnaire, on a posé 2 questions sur leur rapport à cette division sexuelle des tâches. Donc, la première, c'était souhaitez-vous réduire certaines tâches que vous assurez totalement ou en partie? Et la deuxième, souhaitez-vous assurer plus souvent des tâches que vous n'assurez que rarement ou jamais? Les personnes pouvaient écrire, et en fait écrivaient dans un cadre de texte dans cette question. Elles ont dit beaucoup plus de choses que juste des listes de tâches. Alors un exemple moi que j'ai trouvé très très parlant, une réponse, c'est une répondante qui dit l'administratif, je suis paysanne, pas fonctionnaire. Donc il fait écho d'ailleurs à une phrase que Bénédicte a dit à la webconf de mardi, là, qui disait je suis agricultrice, pas femme au foyer. Vous voyez la problématique de la reconnaissance qu'il y a derrière et qui est très très liée à la répartition sexuelle des tâches. C'est des extraits, qui à mon sens en fait révèlent en fait des professionnels de l'agriculture qui le sont d'un point de vue statutaire. Donc la plupart des répondantes, la très très grande majorité des répondantes sont exploitantes agricoles, comment dire, du point de vue du statut juridique, et elles exigent d'être reconnues comme telles. Et donc quel rapport avec la division sexuelle des tâches? Et ben, en fait, on a mesuré dans le questionnaire que 34,5% des répondantes en couple, exploitant en couple ou entre associés, assurent la totalité des tâches administratives. Donc c'est plus d'un tiers des répondantes qui font tous les papiers, absolument tous. Et ces tâches administratives, ce sont celles qui sont les plus décriées dans les réponses aux questions que je vous ai décrites juste avant. C'est la moitié des personnes... agriculteurs que j'avais rencontrés. Pardon? Il y a dû y avoir quelqu'un qui a dû parler, il y a une vidéo en route. Ouais, donc la moitié voilà, la moitié d'entre elles, en fait, de celles qui ont répondu à ces questions, citent les tâches administratives spontanément. Et c'est la plainte qui revient le plus. Donc sans rentrer après dans le détail de la division sexuelle des tâches par type de production, mais ça pareil, on pourrait y revenir parce qu'il y a des disparités. Donc les travaux agricoles à proprement parler sont moins investis par les répondantes, mais et pourtant, c'est dans ceux-là qu'elles voudraient s'investir davantage. Et là, on a un plébiscite, hein, c'est 65% des activités qui sont considérées comme désirables là, dans la réponse aux questions, c'est ces activités-là. Elles insistent sur les travaux qui impliquent des innovations agronomiques, techniques, environnementales, agroécologiques. Un truc plus surprenant, et ça paraît peut-être on pourra en discuter, c'est en ce qui concerne les activités qu'on appelle de diversification, comme la vente à la ferme, marché de plein vent, la transfo, etc. On a 86% des répondantes qui s'occupent en totalité ou en partie de la vente à la ferme, 80% de la transfo, 73% de la vente du marché, pour citer que les plus emblématiques. Et ça, c'est des activités qui apparaissent peu dans les réponses. Et c'est un peu étonnant. Elles sont ni décriées, ni particulièrement désirées. Et ça c'est intéressant. C'est un truc à creuser, je pense. Alors, qu'est-ce qu'elles nous apprennent, ces réponses, au final? C'est que le goût et le dégoût pour les différents travaux sur la ferme, c'est à peu près le même, en fait, pour les agricultrices et les agriculteurs. Mais que ce sont les femmes qui prennent davantage en charge les travaux qui sont moins valorisés symboliquement par la profession. Et donc, pour refaire la boucle avec ce que je disais juste avant, donc en fait, il existe une hiérarchie symbolique des tâches sur les fermes, et que les plus valorisées, c'est celles qui font se sentir agricultrices ou agriculteurs à part entière, du point de vue des individus, d'un point de vue subjectif, et d'un point de vue objectif, c'est celles qui font que les autres vous catégorisent comme agricultrices ou agriculteurs. Donc là, on voit encore l'enjeu de la reconnaissance. Et ça, c'est des activités auxquelles les plus valorisées sont les activités auxquelles les agricultrices accèdent moins que les agriculteurs. Enfin, elles accèdent moins à leurs pratiques que les agriculteurs. Et donc, on a un lien, en fait, entre la division sexuelle des tâches et le fait de se reconnaître soi-même et de se faire reconnaître comme agricultrice ou agriculteur à part entière. Et là, dans le cas d'espèce, comme agricultrice.
Et donc, une idée, moi, à laquelle je travaille en ce moment, c'est que cet effet-là, il semble renforcer en bio. Parce qu'en bio, on valorise beaucoup les techniques innovantes d'un point de vue agroécologique. Et donc, c'est un truc qu'on voit dans les réponses des répondantes. Et d'autant plus que c'est un milieu où pas mal de personnes en fait, ont quitté d'autres mondes professionnels pour arriver dans l'agriculture et faire ça. Travailler dehors, faire une agriculture qu'on se représente comme respectueuse de l'environnement, etc. etc. Et donc, il y a une frustration là-dessus qui est palpable dans les réponses. Voilà. Merci. Moi, je précise juste, nous, chez AgroBio 35, on a mis en place justement pour que les femmes soient un peu plus reconnues et se sentent plus reconnues de faire des formations tracteurs non mixtes. Donc, ça permet aux femmes de se libérer et d'oser dire qu'elles ont envie d'apprendre et qu'elles ont peur d'apprendre. Mais c'est important et ça marche. C'est une demande qu'on voit dans le questionnaire. Il y a une réponse qui dit « Je veux apprendre à conduire le tracteur ». Et il y en a même plusieurs qui mentionnent ça. Ouais. Ça me donne envie de rebondir. Je ne sais pas si c'est le beau moment. Mais en effet, nous, c'est un point central sur lequel on bosse dans le collectif, dans le groupe femmes, qui fonctionne aussi en non-mixité choisie. J'espère qu'on aura le temps d'y revenir parce que la non-mixité choisie fait peur à plein de gens. Or, c'est un outil d'émancipation extrêmement puissant qui bénéficie à tout le monde, aussi bien aux agricultrices qu'aux personnes avec lesquelles elles vivent et elles travaillent. Et donc, nous aussi, on fait des formations de conduite de tracteur en non-mixité depuis 3 ans. Là, on va même faire soudure et travail du métal. On a des projets sur le petit outillage aussi, comment on entretient une tronçonneuse, une débroussailleuse et comment on utilise tout ça. Ça fait vraiment beaucoup écho avec plusieurs parcours d'agricultrices du groupe, notamment sur le fait que on a travaillé pendant une bonne année et demie au démarrage du groupe à définir quels étaient les besoins, les problématiques, les limites. Et on est vraiment arrivé en fait à comprendre cette histoire de légitimité de sa parole et de son faire au quotidien, qui n'était pas partagée, déjà souvent pas par elle-même pour plusieurs d'entre elles, et pas non plus par les personnes avec lesquelles elles travaillaient. Et du coup, au final, elles avaient beau avoir des statuts de chef d'exploitation, elles n'étaient pas partie prenante dans les décisions stratégiques d'orientation des systèmes. Et celles qui étaient les plus en difficulté, et qui étaient notamment dans des systèmes conventionnels assez classiques, vivaient un quotidien très contraint, parce qu'elles avaient une vision où elles auraient aimé aller plus vers des pratiques agroécologiques, notamment en termes de santé animale, avec tout ce qui se pratique en bio, les huiles essentielles, etc. Et leurs compagnons, et souvent mari ou frère, enfin voilà, eux étaient dans le modèle classique, produire plus, avec beaucoup d'intrants, agrandir, etc. Et en fait, il y avait des décisions qui se prenaient dans lesquelles elles ne pouvaient pas exprimer vraiment leur point de vue parce que de toute façon, ils n'étaient pas écoutés ou il était minimisé, ou elles-mêmes n'osaient pas aller le poser parce qu'elles ne se sentaient pas légitimes de le faire. Et donc, une des grosses parties du travail qu'on a fait ensemble, c'est d'arriver à dire ton point de vue est tout à fait légitime, tu as un paquet d'expériences et de compétences à valoriser, et du coup, comment ensemble, dans le cadre du collectif non mixte, on se donne assez de force pour aller poser des discussions de manière constructive et apaisée dans le GAEC. Et on a vu que ça a permis, dans 80% des fermes qui étaient dans des systèmes classiques, que les femmes embarquent toute l'équipe de travail vers une transition agroécologique, et maintenant, ils sont quasiment tous en bio. Voilà. Bravo. Romane, qu'est-ce que tu as envie d'ajouter? C'était surtout pour la division des tâches et du travail sur les fermes. C'est vrai que ça m'a marqué plusieurs fois. Je pense notamment, donc j'avais rencontré Marie-Lise qui était installée seule sur son exploitation et qui avait dit une phrase qui m'avait marquée. Elle racontait que, en fait, ce qui changeait du fait d'être une femme dans l'agriculture, c'est que quand elle rentrait à la maison, elle n'avait pas de femme. Et donc, en fait, elle avait toujours le travail de la maison en arrivant, s'occuper des enfants parce qu'elle était jeune maman. Oui, donc ça m'a fait penser à ça. Et effectivement, et puis il y avait plusieurs autres profils qui étaient installés en couple où des fois, le côté administratif, j'ai trouvé que c'était très très souvent. C'est assez rare finalement quand les deux personnes travaillent sur la ferme que
que ça soit plutôt l'agriculteur que l'agricultrice qui travaille dans l'administratif, enfin pour le côté administratif de la ferme. Et sinon, il y avait Laurence qui était ici aussi, qui m'avait raconté que en fait, elle avait jamais eu l'occasion de vraiment apprendre à faire le labour à l'époque où ils faisaient encore pas mal de labour, parce que maintenant ils en font moins sur la ferme, et qu'en fait, voilà, il y avait quand même des tâches qui, sans que ça soit décidé ou dit, qui étaient plutôt effectuées par l'un ou par l'autre, voilà, de manière assez, enfin, je dirais pas naturelle, mais c'est un peu l'idée, je vois pas trop quel autre mot utiliser, mais qu'en fait, il y avait des tâches, c'était forcément l'un ou l'autre qui les effectuait. Donc, ouais. Merci beaucoup. Émilie. Oui, pardon, il va falloir me couper la chic parce que j'arrête de le dire à chaque fois. Juste tout à l'heure, j'ai dit une bêtise. Quand j'ai dit 57 heures en moyenne, ça incluait le pro et le domestique. Sur le pro, elles étaient à une moyenne de 40 à 46 heures. Enfin, une moyenne de 40 heures pour les femmes et de 46 heures pour les hommes. Et donc, les 6 heures de différence, on les retrouvait en plus donc, sur la sphère professionnelle pour les hommes et sur la sphère domestique pour les femmes. C'était vraiment très marquant, notamment, enfin voilà. Et juste par rapport à la division sexuée des tâches, ce qui m'interroge, moi, c'est la question du choix ou du non-choix. Évidemment qu'il n'y a pas de modèle meilleur qu'un autre. Chaque individu va trouver son bien-être dans des situations différentes et certaines sont tout à fait épanouies à être plus investies dans la sphère domestique et d'autres pas. Et voilà, il n'y a aucun jugement sur aucune situation, ce que je voulais poser. Mais ce qu'on a vu quand même sur notamment la conduite de tracteur, on entend beaucoup d'agricultrices dire « mais moi je n'aime pas, ça ne m'intéresse pas, j'ai envie parce qu'il faut que je sois autonome sur mon atelier, j'ai envie d'être autonome ou j'ai envie de me sentir en sécurité si un de mes collègues a un accident et que je dois me retrouver à faire des tours avec la tonneau ou je ne sais quoi ». Et donc pour les formations, ce qu'on a constaté là, c'est qu'en début de formation, les agricultrices déclarent ça. Qu'elles ne viennent pas par pure attirance pour la conduite d'engin, mais par une nécessité pour leur autonomie et leur sécurité au travail. Et à l'issue de 2 jours ou 3 jours de pratique en non-mixité choisie, où on peut se tromper, prendre le temps d'essayer, on n'est pas jugé, on peut voilà, être avec ce qui marche et ce qui ne marche pas. On a des agricultrices qui en majorité témoignent de dire bah, « en fait j'aime bien ça, en fait j'ai envie d'aller faire aussi des travaux des champs » et qui du coup élargissent le panel de ce qui était considéré comme un choix de leur part de ne pas en faire. En fait, il y avait une histoire d'autocensure, pas consciente du tout, qui peut se lever avec de la pratique, de la bienveillance et notamment de la non-mixité. Merci beaucoup. Émilie, en quoi les femmes sont à l'origine du changement des pratiques au sein des exploitations agricoles? Alors, juste, normalement, il y a Mareva qui vient d'arriver, si jamais. Ah, trop bien. Est-ce que, Mareva, tu nous entends et peut-être que tu peux activer ton micro? Mareva. Je suis là. Si vous m'entendez. Bonjour. J'essaie d'activer ma vidéo, c'est plus sympa avec l'image. Voilà, un petit contre-jour. Coucou. Bonjour tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a un petit décalé, non? Ça va. Ça va? Est-ce que tu peux reposer ta question, Elodie? Mareva, si tu peux te présenter, puis Elodie a une question pour toi. Oui, voilà, c'est ce que je voulais proposer. Si tu veux bien te présenter, Mareva. Ok, donc bonjour, moi c'est Mareva, je suis agricultrice à Vieilly dans le 44, au sud de l'Atlantique. Et du coup, en fait, moi je me suis installée il y a 2 ans suite à une reconversion professionnelle. J'ai été pendant 15 ans assistante veto avant. Et avec mon conjoint, on a décidé de monter notre exploitation. Lui était déjà agriculteur en GAEC depuis 12 ans. Et en fait, il a quitté le GAEC dans lequel il était. Et on a racheté une exploitation voisine. Et donc, on s'est installé sur un système toute herbe avec, donc en production laitière. Système toute herbe avec groupement des vélages et fermeture de la salle de traite 2 mois l'hiver.
pour poser un petit peu. Donc, on est sur du croisement 3 voies et en monotraite une grande partie de l'année. Marie-Eva, je m'excuse, tu peux vérifier ton casque ou quelque chose, s'il te plaît, ça grésille très fort quand tu causes. Et du coup, Désolée, on t'entend pas aussi si je mets bien. rien, ça sera peut-être mieux. Est-ce que là, c'est mieux sans rien? Vas-y, parle. Là, vous m'entendez mieux? Ça grésille moins? Non, c'est pareil. Je pense que c'est mon ordi qui se fait vieillissant et qui n'aime plus trop. Tu peux essayer d'enlever ta vidéo. Des fois, ça fonctionne mieux le son si tu enlèves ta vidéo. Ok. Maintenant qu'on t'a vu, merci. Je vais faire Alors là, est-ce que c'est mieux sans la vidéo? Ah bah oui. Mais ça marche mieux. Je vous ferai sans ma tête. Ça marche mieux. Désolée. Oui, Émilie, je reprends, je suis en train de poser la question à Émilie de savoir en quoi les femmes sont à l'origine des changements de pratiques dans les entreprises agricoles. Est-ce que tu veux en dire 2 mots, Marie-Eva, avant que je fasse mon petit... Par rapport à la question? Ouais. Oui, alors, je pense qu'au niveau du changement des pratiques, en tant que femme, on a une tendance, je pense, à faire un peu plus d'anthropomorphisme, ne serait-ce que par rapport au bien-être animal. Donc, essayer voilà, de faire en sorte d'intervenir le moins possible auprès de nos animaux en termes de traitement médicamenteux, je veux parler, et du coup, ça impose d'avoir une surveillance peut-être un peu plus au quotidien, en fait, pour vraiment être très proche de nos animaux. Et puis derrière, on va aussi avoir le côté un peu plus pratique de la chose, où effectivement, en tant que femme, bien souvent, on n'a pas la même force physique que les hommes. Et au niveau du matériel, ça va être un des points noirs de l'agriculture pour l'instant, c'est que le matériel est beaucoup adapté à la corpulence des hommes. Et du coup, pas toujours évident pour nous à utiliser. Donc, en fait, une femme sur une exploitation agricole va permettre peut-être des fois de simplifier, par exemple, l'alimentation, essayer d'utiliser du matériel plus simple, des choses comme ça, qui vont permettre du coup aussi d'apporter à la jante masculine des bénéfices, notamment sur le physique, parce qu'ils ont besoin autant que nous de se préserver. Et donc voilà, et puis après on va avoir, je pense, aussi l'aspect communication, où en fait, en tant que femme, nous, on a peut-être plus de facilité à dire quand ça ne va pas, et donc à débloquer peut-être des problématiques sur l'exploitation, que ce soit la communication entre associés ou par rapport à une problématique sur l'exploitation en elle-même, de gestion ou d'organisation, des choses comme ça. Je précise aussi qu'il faut peut-être aussi travailler sur les concessionnaires, les constructeurs, qui ne pensent pas forcément qu'une femme, et moi j'ai vu là, je le vois encore, parce que nous on enferme 2 femmes en ferme, il n'y a pas de mari, enfin les maris ne sont pas sur la ferme. La sécurité tout simplement du siège sur le télescopique, un truc bête. Hein. Le télescopique ne démarre pas parce qu'on n'a pas le poids ou voilà, il ne démarre pas, donc on est obligé de sauter un petit peu sur le siège pour pouvoir dire bon ben je suis là, on peut y aller. Nous, on y pense un peu plus quand les 2 femmes sur la ferme, ça force un petit peu la chose de dire il faut simplifier les choses et dire que les femmes sont peut-être un peu moins corpulentes et qu'il faut y penser. Mais il y a plein d'hommes aussi, comme disait Marie-Eva, qui bourrinent en fait et qui se retrouvent à 40 ans, 45 ans avec le dos et les épaules défoncés. On le voit très fréquemment, ne serait-ce que des barrières quand on fait de l'élevage où il faut y aller de toutes ses forces pour la fermer. Quand on ne peut pas le faire du tout, on est obligé de trouver une alternative et finalement, ça bénéficie à tout le monde. Est-ce que Marie-Eva, je peux rebondir sur ce que tu as dit ou tu veux ajouter des trucs? Vas-y, oui, complète, avec plaisir. Alors, moi, je vais dire que c'est des choses que, du coup, on a beaucoup discuté dans le groupe et qu'on a étudié aussi au travers d'un projet sur les transformations du travail dans le cadre des transitions agroécologiques qui s'appelait le projet Transae, où il y avait plein de ressources en ligne et un webinaire aussi qui a été filmé.
Et il y a eu un axe particulier sur les questions de genre et notamment du rôle et de la place des femmes dans l'initiation de ces transitions et ce que ça transformait dans leur travail. On a bossé là-dessus avec donc, Xavier Coquille, qui est ergonome à l'INRAE et spécialiste des transformations de travail, et Alexis Annès, qui est sociologue du genre, qui travaille notamment à l'école d'agro de Purpan et en lien avec l'UMR List du CNRS. Et en fait, ce qui nous a un peu étonnés, c'était... alors, on n'était pas étonnés que les femmes... pas mal de femmes soient à l'origine de transformations, parce que c'est des choses qui s'observent quand même pas mal, souvent dans les fermes, notamment les fermes de couple. En élevage, moi je travaille plus sur du bovin lait, où il y a encore beaucoup d'exploitations où ce sont des couples. On entend très souvent dire en mode blague, ah là là, on passe en bio là, mais si on avait écouté madame, ça ferait 10 ans qu'on y serait. Ça c'est hyper fréquent. Et donc on s'est dit, bah, c'est peut-être parce qu'elles ont... une fibre environnementale spéciale, un lien à la nature spécial. Alors, pas parce qu'elles sont des femmes en tant que telles, on essaye de se décoller absolument de ce biais essentialiste-là qui dirait que les hommes ont telle capacité, propriété naturelle et les femmes telle autre. On le fait vraiment en se disant que c'est un héritage historique, une construction culturelle collective qui fait que depuis qu'on est toute petite et tout petit, on est acculturé à adopter certains... Enfin, à aimer certaines choses plus que d'autres, à se comporter de telle manière dans tel type de situation, et notamment les femmes, dans la crise Covid qu'on connaît, on voit bien les questions de soins, on voit que la plupart des métiers liés aux soins, c'est 80% des femmes qui le font, et sur les fermes, je rejoins Mariva, en tout cas en élevage, c'est beaucoup les femmes qui font aussi des soins aux veaux, aux génisses, qui s'occupent de la santé animale quand il y a des pratiques alternatives, etc. Et donc, ça, c'est une des choses qu'on a découvert, qui nous a un petit peu, à laquelle on ne s'attendait pas. On s'attendait à ce qu'elles nous disent « mais moi, j'ai une conscience environnementale super forte depuis super longtemps, etc. » Et en fait, on a découvert que ce qui était à l'origine de leur implication à faire changer le truc, à faire changer le système et les pratiques, c'était ce qu'on appelle le CARE. Alors ça, c'est en sociologie, j'imagine, Alexandre, tu maîtrises ça sur le bout des doigts. Nous, on a découvert ça, c'est grâce à Alexis Annès qui nous a éclairé. En fait, le CARE, c'est tout ce qui se rattache au prendre soin, mais pas uniquement prendre soin physique. C'est aussi prendre soin des relations, prendre soin du vivre ensemble et que ça se passe bien. C'est quelque chose qui est tourné vers l'autre et vers le soin de l'autre dans toutes ses dimensions physiques, psychiques, morales, affectives, tout ça. Et donc, on est quand même dans une société aujourd'hui où le care est massivement porté par les femmes. Et dans les raisons qu'elles invoquent sur l'initiation du changement, c'est vraiment le care qui est au centre. Prendre soin de leur mari, prendre soin de leurs enfants, prendre soin des animaux. Et le care environnemental, la conscience écologique, finalement, elle existe, mais ce n'est pas ça qui a été la motivation à mettre en route des changements, quoi. Voilà. Et du coup, ça nous a, comme elles ont pu les porter parce qu'elles ont aussi été soutenues par des collègues comme Mareva, qui a soutenu des femmes qui étaient dans des fermes plus éloignées du système que le sien, on a pu en discuter ensemble et s'interroger aussi sur des théories écoféministes qui disent que en fait, le modèle agricole dominant, il va de pair avec le modèle de masculinité dominante, qui est de maîtriser, contrôler. Je maîtrise mes sols, je maîtrise mes animaux, je suis dans des choses très cadrées, carrées, où j'ai la main sur tout. Et l'agroécologie, la bio, on demande d'être en interaction avec tous les autres éléments du vivant, de la nature, et de se considérer comme un maillon qui interagit avec ça. Et que ça, du coup, c'est des choses auxquelles les femmes, telles qu'elles sont socialisées depuis tout le temps, sont plus habituées, et avec lesquelles, du coup, elles ont moins de difficultés à composer que les hommes. C'est une autre explication aussi, au-delà du care, pour expliquer qu'elles sont à l'origine de changements assez souvent, quoi. Voilà. Alexandre, tu veux ajouter quelque chose? Là, moi, je suis très, très impressionné par tout le travail que vous avez fait, là, et que tu décris, Émilie, et que décrit Mareva aussi. Mais je suis arrivé sur des trucs assez proches, et c'est limite, vraiment, on aurait dû parler avant, j'aurais gagné du temps, hein, parce que moi, j'ai cherché, comme vous,
Là, actuellement, dans la ferme que j'enquête en ce moment, enfin depuis l'année dernière où j'ai passé 1 an, mais j'ai commencé comme vous à chercher les préoccupations environnementales, donc dans mes entretiens, dans les conversations, à guetter le moment où on allait me parler d'environnement sur cette. Donc c'est une ferme donc, qui est gérée que par une femme, c'est pas un couple. Et donc là, c'est peut-être la petite différence avec ce que tu racontes, mais on y observe des choses différentes. J'ai guetté ça et je ne voyais jamais, on ne parlait jamais d'environnement, on parlait technique, on parlait toutes sortes de choses. Et en fait, petit à petit, effectivement, je me rends compte que l'exploitante, la patronne, donc elle travaille avec une équipe de salariés, et en fait, je me rends compte que une grande partie de son travail, eh ben, c'est de faire attention aux autres. Et en fait, c'est même, on dit, à beaucoup d'instants, on se rend compte que des fois, c'est même l'essentiel de son travail. Elle est très attentive à construire des conditions de travail qui sont épanouissantes pour ses salariés. Elle fait très attention à leur sécurité. Elle contredit son père qui enlève les sécurités des machines. Voilà, les innovations techniques qu'elle porte, genre le bed weeder pour le désherbage, par exemple, qu'elle a construit, où elle a fait une formation au cours de l'atelier paysan pour le faire. C'est aussi voilà, inscrit là-dedans, et elle parle pas de faire de la. En fait, ouais, quand elle parle de faire de la bio, c'est aussi parce que c'est une ferme en bio, c'est le sens qui est investi dans la bio, c'est que c'est un cadrage de santé qu'elle dit. C'est bon pour la santé, c'est bon pour les gens. Du coup, là encore, c'est l'attention à la santé des gens à qui elle vend ses produits, ce qu'elle-même elle consomme, ce que tous les gens sur la ferme consomment, parce qu'il y a une partie agriculture de subsistance. Et où est-ce que j'allais avec tout ça donc voilà, ouais, c'était pour... Merci. Roman, est-ce que toi, tu as vu des différences c'est une question qui a été posée, donc on en profite. Par rapport à ton voyage, est-ce que tu as vu une différence entre les fermes dites conventionnelles et celles en bio sur tout ce sujet-là? Par rapport à ce sujet-là, d'être attentif et tout ça? Bah oui, en quoi est-ce que les femmes en ferme conventionnelle arrivent ou cherchent à faire évoluer, à faire changer les pratiques sur les fermes par rapport aux femmes en agriculture biologique? Oui, je pense. Après, du coup, j'ai pas rencontré beaucoup de personnes, donc c'est difficile de dire si c'est représentatif ou pas. Mais en tout cas, oui, c'est sûr et certain que dans les personnes que j'ai rencontrées, il y a des préoccupations environnementales, bien-être animal, parce que j'ai rencontré plusieurs éleveuses, et qui sont fortes, qui sont pas tout le temps définies clairement, et puis elles n'ont pas forcément une stratégie pour le bien-être animal, voilà, mais je trouve que dans les faits, par rapport à d'autres fermes que j'ai pu visiter ou à d'autres exploitants, oui, je pense qu'il y a dans tous les cas une certaine attention aux vivants, de manière générale, je pense. Oui. Tu as envie d'ajouter quelque chose autrement, Roman? Non, là, je ne vois pas. Est-ce que quelqu'un veut réagir autrement, Émilie, Alexandre? J'avais envie de proposer à Mareva parce qu'on a la chance de l'avoir Oui, un bah, peu, on Mareva. ne l'aura pas trop. Ouais, non, moi je voulais relever aussi. Donc, effectivement, je pense qu'aussi par rapport au système, pour faire la relation avec la bio, au système mis en place dans les choix techniques de nos exploitations. Je vois mon conjoint était déjà sur une exploitation bio, mais n'avait pas du tout le même rapport à son travail qu'il peut l'avoir maintenant. Bon, après, je pense qu'il y a le fait d'être en couple
et que du coup, la vie de famille prend beaucoup de place dans nos vies quotidiennes. Mais il dit bien qu'il n'a pas la même relation à l'animal qu'il pouvait avoir quand il était en GAEC entre tiers, que même par rapport à la nature et l'environnement qu'on a. On sait que c'est quelque chose qu'on va laisser pour nos enfants, ou en tout cas peut-être des copains de nos enfants, ou enfin voilà. Et du coup, on veut minimiser vraiment cet impact qu'on a sur la nature et vraiment l'endommager le moins possible. Et je pense que les systèmes choisis sont aussi très porteurs de décisions qui peuvent être prises sur les exploitations, quoi. Alors, j'ai une question tant que tu es là, avant que tu partes, ça peut être intéressant d'avoir ton retour. C'est surtout le travail que vous avez fait. Donc, il y a une première partie qui est vraiment sur la prise de conscience aussi des femmes et leur sensibilité à tel ou tel sujet. Mais après, comment on arrive à faire entrer ce sujet-là au sein de son couple, au sein de son GAEC, pour que ce soit vraiment l'exploitation entière qui évolue dans ces pratiques agricoles. Comment on arrive à faire ce lien-là? Est-ce que c'est facile? Est-ce que vous avez réfléchi à des techniques aussi pour... Je pense que déjà, la base de tout ça, c'est la communication, en fait. Et moi, quand j'ai rejoint le groupe femmes, ça a été la première formation que j'ai suivie, c'était mieux communiquer entre associés, en fait. Et de par les expériences de chacune, j'ai su où il fallait que j'aille avec Mathieu, même si on était en couple, bah, c'est pas toujours évident de se dire les choses. Je me suis rendu compte qu'il se mettait lui aussi une certaine pression parce qu'il m'embarquait dans une histoire un peu folle. Ça s'est fait en 6 mois, notre projet, donc ça a été super vite. Et du coup, il se mettait une pression de son côté. Moi, je m'en mettais une du mien aussi parce que je voulais pas le décevoir. Et en fait, on restait sur des non-dits parce que moi, je voulais pas trop qu'il voit mes appréhensions. Puis je pense que c'était pareil de son côté. Et c'est en revenant de ces journées de formation avec le groupe femmes, et bah, du coup, il me demandait comment ça s'était passé. Et là, on met les pieds dans le plat. Et là, on y va et on dit ce qu'on a à dire. Et il y a des larmes qui coulent, mais au moins, elles sont là et c'est dit. Et tout le monde est super content que ça se soit dit. Et après, c'est de là qu'on met en place, bah ouais, peut-être qu'il serait pas mal que toutes les semaines, on fasse une réunion et que ce ne soit pas le soir sur l'oreiller qu'on anticipe la journée du lendemain. Il faut rester, essayer de cadrer en fait notre côté professionnel et puis le côté familial. Et en fait, je pense que la communication, c'est vraiment la base du fonctionnement de nos exploitations et qu'on peut se dire, bah, tiens, moi, j'aurais bien aimé mettre ça en place. Oui, mais lui, par rapport à son expérience, ouais, mais nous, on a déjà fait ça. Je ne sais pas si sur notre exploitation, ça peut fonctionner. Eh ben, on essaye, on voit. Et puis, avec les tactiques de chacun et les formations, ce que chacun ramène des formations, on essaye de mettre en place ça sur notre ferme. Et on essaye, ça ne coûte rien pour la plupart du temps, tout ce qu'on essaye de faire. Donc, ça peut être que bénéfique. On apprend de nos erreurs aussi. Donc, là-dessus, nous, moi, je pense que la communication, c'est quand même déjà, quand ça marche, c'est une bonne part du gâteau qui est mangé, quoi. Merci. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose avant qu'on passe sur les questions, le débat? Peut-être vite fait sur la communication, en effet, du coup avec le groupe femmes qui se réunit plusieurs fois par an depuis fin 2013, c'est vraiment le fil rouge en fait. On y revient tout le temps sur ces histoires de communication. Dans les premières années, on les a abordées en mode comment je fais pour comprendre le point de vue de mon associé, conjoint, frère, tonton, tout ça, pour essayer de comprendre comment il voit les choses et essayer de lui dire dans un langage qu'il entende que moi je vois. Et ça, c'était vraiment le début. Et ces dernières années, notamment avec Mareva et toutes celles de ces dernières années-là, on bosse plus sur des aspects de coopération. C'est-à-dire qu'on essaye d'entendre le point de vue de l'autre, mais maintenant, il y a aussi le fait de vouloir dire qu'on veut que son propre point de vue soit entendu. Et donc, c'est aussi amener l'autre à se mettre dans une posture d'être dans de la communication et pas juste... c'est comment on cultive vraiment des échanges aller-retour entre les deux personnes et que les deux personnes soient vraiment impliquées dans cet effort-là, quoi. Et c'est vrai que c'est impressionnant ce que ça produit juste en fait de verbaliser ce qui se passe pour les individus de manière apaisée. Ça frotte des fois, c'est obligé,
Mais obligé, il faut aussi passer par là, je pense, voilà, des mots un peu plus hauts. Ou, c'est ce qui fait rebondir sur les communications d'après. En fait, on dit, bah oui, là, je me suis peut-être emportée, tu avais raison, et on y revient, quoi. Mais il ne faut pas rester sur des non-dits, et il faut y aller, quoi. C'est comme ça que ça avance de toute façon, quoi. pour rassurer tout le monde, l'ensemble des agricultrices qui sont accompagnées, ça n'a pas du tout rendu leur coup. Enfin, ça n'a pas généré de divorce ou de séparation. Hein, ça a fait peur quand on a lancé le groupe. On nous a dit, mon Dieu, vous allez créer des divorces, que faites-vous? Et pas du tout. Au contraire, en fait, c'est assez fou. Les couples se rapprochent. C'est dingue. Voilà. Partent en vacances, font des trucs cool. Voilà. Merci. Alexandre, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou Roman? J'ai un truc qui me vient en tête quand même là avec tout ce que j'ai entendu. Je vois beaucoup que voilà, l'initiative des changements, de prendre à bras le corps cette question du genre, de répartition sexuelle des tâches sur la ferme, etc. Et c'est quelque chose qui pèse beaucoup, encore une fois, sur les agricultrices. Mais moi, ça me pose un peu la question de la responsabilité des agriculteurs, en fait, la responsabilité des hommes à se remettre en question, à essayer à eux aussi, surtout se remettre en question, en fait, et y réfléchir de la même façon à leur propre socialisation, aux propres habitudes qu'ils ont apprises, parce que on parle de façon un peu glorificatrice des femmes qui seraient plus dans le soin, etc. C'est extraordinaire, mais c'est quand même quelque chose qui pèse en termes de charge mentale. C'est le fait de penser à tout pour les autres. C'est quelque chose qui pèse. Elles le font déjà à la maison, elles le font au travail. Et je pense que ça les aiderait beaucoup si les hommes qui travaillaient avec elles essayaient de prendre leur part de cette charge. Et moi, je vois sur le terrain avec mon enquêté qui a un salarié qui est un gars et qui est complètement inconscient en fait, du fait qu'elle pense à tout pour lui. Et voilà, et elle, je sais que ça lui pèse, elle n'ose pas trop lui dire, je pense que c'est quelque chose qui se voit beaucoup. Et encore là, c'est atténué parce qu'il y a un lien hiérarchique. C'est la patronne, lui, c'est le salarié. Donc, il y a un lien hiérarchique qui vient un peu compenser. Mais quand vous êtes associé, etc., c'est plus compliqué. Donc, je pense qu'il faut essayer d'impliquer les agriculteurs. C'est quelque chose qui est beaucoup ressorti. On a fait des rencontres locales entre agricultrices et la charge mentale et la reconnaissance de la charge mentale est un sujet qui ressort souvent. Oui. Bah, du coup, moi, je voulais rejoindre cet avis. Je trouve que c'est quelque chose vraiment de très marqué dans les personnes que j'ai pu rencontrer. Et puis, du coup, je me suis intéressée à la liste des participants à cette conférence. Et bon, on s'en doute peut-être tous, mais il y a beaucoup de femmes. Et du coup, je trouve ça vraiment intéressant de voir qu'on est quand même encore les premières à s'intéresser à ces questions. Et je crois beaucoup à la communication autour de tout ça, comme vous parliez de la communication dans le travail, et je trouve ça hyper important. Et même en dehors, je pense que c'est tous ces enjeux que retrouvent les agricultrices sur leur ferme. Je suis pas sûre que beaucoup de personnes en aient conscience, en fait, tout simplement. Et du coup, ouais, je pense que ça peut jouer de communiquer. Juste oui, un Émilie. Ah, vas-y, battez-vous. Vas-y, Émilie, bon, bah, Alexandre, alors. C'est un tout petit mot par rapport à ce qu'on disait avant. C'est le fait que, bon voilà, là je sais pas, dans la liste des participants et des participantes, quand on avait fait les restitutions des résultats de l'enquête FNAB à l'AG du réseau en 2018, au petit cocktail après, il y a beaucoup d'hommes qui sont venus parler. Hein. Puisque là, c'était l'AG de la FNAB, donc il y avait tout le monde. Et donc, je pense que c'est bien aussi d'investir ces moments où il y a tout le monde pour parler de ça, parce que il y en a qui sont venus voir et qui m'ont dit que ça les avait interrogés. Et que ça ils faisaient part de leur remise en question, etc. Donc, voilà.
En effet, nous, ce qu'on voit, c'est que quand on a monté le groupe non mixte, donc, à l'initiative d'agricultrices qui ont exprimé ce besoin-là, il y a eu des réactions de gens qui ont flippé, qui étaient aussi bien des hommes que des femmes, en se disant que ce que c'est excluant, on ne comprend pas, on n'a pas ce besoin. Est-ce que nous, on fait des réunions entre hommes? Rappelle-toi la réunion de la CUMA la dernière fois, il y avait combien? Ah, ok, de femmes, ok. Voilà, c'est un petit peu, bon, c'est un peu des blagues, mais voilà. Ça a vraiment interrogé et fait flipper. Au final, le groupe femmes, son intérêt, c'est que les échanges en non-mixité, ils permettent aux agricultrices de venir régler leurs questions, de co-construire des choses, de se former et tout ça. Et évidemment, après, de partager ça avec les autres personnes avec lesquelles elles interagissent dans la sphère professionnelle, qui sont des hommes ou pas, mais qui sont aussi leurs maris, leurs frères, leurs cousins, que sais-je. Et donc, depuis quelques années, elles ont, comme il y a eu enfin, c'est assez probant, en gros, il y a vraiment la plupart d'entre elles ont bien avancé, sont mieux dans leur ferme, etc. Alors après, c'est pas un état d'extase atteint qu'on ne quitte jamais, hein. Ça reste une vie normale d'une ferme normale. Donc il y a des moments où c'est plus ou moins facile et il y a des choses à remettre en discussion, évidemment, mais où globalement, en tout cas, sur la question de la légitimité, de la visibilisation, du bien-être au travail, il y a eu de nets progrès. Elles ont eu, depuis ces quelques dernières années, là, 2 ans, l'envie de porter leur parole à l'extérieur du groupe et de pouvoir faire ressource pour d'autres femmes peut-être. Et donc notamment, elles ont assuré comme des bêtes, puisqu'en 2019, elles ont écrit et interprété une pièce de théâtre qu'elles ont jouée devant 300 personnes à la ferme chez Mareva et Mathieu. Et on a eu 300 personnes de tous âges, hommes, femmes, très mixtes, avec un débat l'après-midi auquel on avait associé des associations qui font de la lutte et de la prévention contre les violences faites aux femmes. Donc on allait tirer le fil encore un peu des questions d'invisibilisation des problématiques féminines. Et en fait, ça a généré des trucs intéressants. On a des hommes, effectivement, qui sont venus poser des questions, qui s'intéressent, qui s'interrogent. Et on voit aussi que de notre conseil d'administration, aujourd'hui, c'est des questions qui font... On parle de pâturage, on parle de réduction de phyto, on parle de semences paysannes et on parle des questions de genre et de rôle et place des agricultrices. Quoi. Donc, voilà. Merci. Encore des choses à ajouter ou on commence le débat? Je me sentais juste... Je laisse la parole. D'accord. Je laisse la parole à Pauline. Alors, peut-être tant que Mareva, tu es encore là, il y a des questions pour savoir comment rejoindre le groupe femmes du CIVAM 44. Peut-être que tu peux répondre et combien vous êtes aussi, peut-être déjà? Comment? Combien vous êtes au groupe femmes du CIVAM 44 et comment on peut le rejoindre? J'avais une question en ce sens. Eh ben, pour le rejoindre, il suffit de se rapprocher d'Émilie, en fait, qui est l'animatrice du groupe femmes. Et puis voilà, en fonction des envies de chacun, de chacune et des formations proposées, enfin de chacune surtout, mais c'est aussi quand il y a plusieurs membres sur l'exploitation, c'est bien que tout le monde sache ce qui se passe. Mais voilà, donc c'est en se rapprochant d'Émilie, c'est un groupe qui est en constante évolution selon les envies et les besoins de chacune. Et ben voilà, il y en a là qui ont dit, moi je lève un peu le pied parce que là cette année je veux m'engager un peu autre part, mais je vous suis, je suis pas loin et elle sait qu'à au moindre besoin, elle peut se rapprocher du groupe et on sera toujours là de toute façon pour répondre à ces questions ou la rassurer sur telle ou telle problématique. Et donc, c'est après, au niveau du nom, là, on est une quinzaine à peu près en ce moment, mais ça évolue, je vous dis, c'est en constante, ça bouge et on est ouverte, le groupe est grand ouvert justement à accueillir de nouvelles participantes et puis à essayer de partager nos problématiques pour faire évoluer des situations, quoi. Merci. J'avais une autre question qui allait un petit peu dans ce sens, qui était sur comment essaimer ces groupes femmes dans nos régions et quel type d'outils ou intervenants sont mis en œuvre. Alors, je vais parler, moi, peut-être plus pour le côté FNAB, GAB, et après, vous pourrez peut-être parler du côté CIVAM si vous voulez.
du côté GAB FNAB, il faut vraiment vous rapprocher de votre GAB. S'il y a déjà un groupe de femmes existant, on vous le transmettra. Et sinon, vraiment un intérêt d'en monter un, donc se rejoindre avec différentes agricultrices, en discuter, essayer de monter ce groupe-là. Après, voilà, il y a un salarié du groupement qui vous accompagnera dans les démarches si jamais il y a besoin. Au niveau de la FNAB, vu que la FNAB s'est emparée du sujet depuis 2017, il y a une salariée aussi à la FNAB qui chapeaute un petit peu les différents groupes qui existent en région et du coup qui pourra transmettre des outils, transmettre des intervenants s'il y a besoin, nous mettre en réseau entre les différents groupes des différentes régions. Donc voilà, c'est vraiment contacter votre GAB pour voir ça. Et je rejoins juste parce que du coup, la première conférence qu'on a faite, elle était sur l'engagement des agricultrices dans les gouvernances des structures syndicales et agricoles. Et on a vraiment appuyé sur l'intérêt d'avoir ces groupes de femmes aussi pour favoriser l'engagement derrière dans nos conseils d'administration, dans nos bureaux, etc. Dans nos bureaux, mais aussi dans les bureaux des CUMA, d'autres structures. De se dire qu'en fait, ces groupes de femmes, c'était aussi des groupes qui étaient identifiés comme des femmes agricultrices de notre territoire, qui pouvaient se transmettre des compétences sur comment fonctionne un territoire, qui sont les acteurs, qu'est-ce que ça veut dire s'engager dans une structure, pour un petit peu démystifier ça si jamais il y a besoin. Donc, il y a vraiment un intérêt pour le travail sur sa ferme, mais il y a aussi un intérêt pour l'engagement politique. Donc, vraiment, on vous encourage à créer des groupes non mixtes. Et peut-être si vous voulez réagir pour le CIVAM. Ben, moi, je veux bien. Donc, en effet, des groupes en non-mixité choisie d'agricultrices, il y en a plusieurs qui existent en France et ça s'est pas mal développé ces dernières années. Donc, nous aussi, au niveau de Réseau CIVAM, on a une collègue qui d'ailleurs est avec nous en direct dans les participants, qui s'appelle Sixtine Priou, qui coordonne la thématique qu'on appelle genre agriculture et ruralité, parce qu'il y a des agricultrices, mais pas uniquement. Il y a aussi notamment un collectif d'entrepreneuses rurales qui finalement rencontrent des problématiques très similaires à celles du milieu agricole. Donc, on fait le pont avec elles. Et on a des rencontres nationales genre et agriculture donc tous les ans. Une année sur deux, c'est à Paris et une année sur deux, on va dans des groupes et on se réunit et on travaille ensemble. On est en train notamment de bosser sur un plaidoyer avec plusieurs groupes en non-mixité choisie qui coécrivent ça et qui vont le porter dans les mois qui viennent. En termes d'essaimage, du coup, nous, au niveau du 44, on est en train de finaliser un outil qui sera à disposition très prochainement, qui est un document qui retrace l'histoire de notre groupe femmes, puisqu'on a eu la chance de participer à cette fameuse étude dont je vous parlais tout à l'heure, là, sur les transformations du travail, et où il y a un chercheur qui s'est amusé à décortiquer tout notre accompagnement depuis le début, et donc dans lequel on parle et des agricultrices et aussi de l'accompagnement. Il y a des outils et méthodes disponibles, des contacts, des espaces ressources. Et notamment en Pays de Loire, par rapport à l'essaimage, en 2021 sont prévus, et en 2022, sont prévus, en tout cas en 2021, des projections de débat donc, de la pièce de théâtre que ces dames ont jouée, Femmes en ferme, qui a été filmée par 2 réalisatrices et qui seront donc projetées en partenariat avec les CIVAM donc de la Sarthe, du Maine-et-Loire et de Vendée. Et il y en aura une autre aussi organisée par la FR CIVAM. Donc, vous recevrez courant 2021 des invitations. N'hésitez pas à venir et à faire parler autour de vous et en parler aussi autour de vous. Et il y a un documentaire qui sort sur le collectif et sur les agricultrices en février 2022. Donc là, c'est pareil, on fera des tournées de promotion. Donc voilà. Merci. Je vois des questions aussi de personnes voilà, pour avoir des retours d'expérience ou avoir des contacts de femmes agricultrices et qui allaient faire des stages, des woofings, tout ça. Donc là, je vous invite aussi à contacter les CIVAM ou les GAB de votre territoire qui sauront voilà, plus précisément vous rediriger, parce que là, on a des personnes qui peuvent être un peu de partout en France, donc je ne vais pas m'engager dans donner des listes de noms. Vraiment contacter vos GAB et vos CIVAM.
Je vais enchaîner sur... alors, j'ai eu une question aussi sur... Alexandre, tu as parlé de la division sexuée des tâches. Tu disais qu'il y avait des différences un petit peu entre les différentes productions. Est-ce que tu crois que tu peux préciser un peu s'il y a des grandes différences? Ouais, je peux. J'ai le tableau sous les yeux là, qu'on a ressorti de l'enquête. Alors, entre les différentes productions, on voit. Donc là, je vais parler des fermes où les personnes sont en couple et exploitent en couple. Donc en polyculture élevage, on a une répartition sur les tâches agricoles, hein, j'entends, à peu près 50-50, un peu plus quand même les hommes sur les tâches agraires. Mais par contre, sur ces tâches elles-mêmes, on voit des différences. Et on avait mesuré ça, c'est un truc qu'on avait présenté au colloque de la FNAB. On voit une partition entre le fait de s'occuper des animaux, donc tout ce qui est traite, soins aux animaux, etc., et le fait de cultiver les végétaux pour les nourrir. En fait, le fait de le soin aux animaux est très largement féminin et la culture végétale très très masculine. Sur les grandes cultures, là ça c'est le plus archétypal. On a les femmes investissent très peu les travaux agraires en fait en grande culture. C'est essentiellement le travail administratif et la commercialisation. Et les hommes qui font les travaux avec les machines. En viticulture, pareil, c'est à peu près 50-50, mais on voit que les femmes investissent beaucoup plus le fait d'encadrer les saisonniers. Parce qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre et une main-d'œuvre saisonnière. Et ça, c'est tout l'aspect humain. En fait, c'est les femmes qui gèrent plus l'aspect humain de la production qu'on avait mis dans les tâches agraires et qui faussent un peu cette répartition. Là où les femmes investissent le plus les tâches agraires, c'est en maraîchage. Et maraîchage, c'est aussi l'OTEX où on a le plus de gens en reconversion professionnelle. Ça, c'est intéressant. En arbo aussi, c'est davantage les femmes qui s'en occupent. Sachant que l'arbo, il y a beaucoup de fermes où l'arbo, c'est une production en plus par rapport à une autre. Et c'est aussi un peu l'espace à soi, celui qu'on gère pour soi. J'ai un autre tableau. Alors, vous m'avez remis par type de tâche. Alors, je ne sais pas si je vais le retrouver là tout de suite. Un autre tableau où on avait, en gros, ce qui revenait, c'était le fait que voilà, on avait découpé les différents types de tâches et on voyait que il y en avait qui étaient plus investis par les femmes que d'autres. Alors, je retrouve plus ce tableau. Enfin bref, on voyait qu'un truc qui était très peu investi par les femmes, c'était ce qui était traitement phyto. Ça, c'était vraiment très 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 peu investi. Mais par contre, il y a des choses qui étaient plus investies. C'était le soin au sol, le travail sur le travail et la préparation des sols, le désherbage, et plus largement les tâches qu'on interrompt facilement. Et celles qu'on peut interrompre, c'était plutôt les hommes. Bref. Voilà. Émilie, tu voulais réagir là-dessus? Oui. Par rapport à l'histoire du mitage du temps de travail, alors, je ne sais pas si Mariva est toujours là. Mais je ne sais pas si tu veux en dire un mot. En tout cas, c'est une problématique qui a été portée par vraiment de nombreuses agricultrices qui ont participé au groupe. Cette difficulté à être sans cesse coupée dans ses tâches et avoir des difficultés, notamment dans la sphère qu'on installait, notamment en couple. Hein. Là, quand même principalement, à être interrompu dans ses tâches et à ne pas pouvoir vraiment anticiper bien son organisation du travail parce qu'on est tout le temps sollicité au pied levé pour aller chercher des génisses. S'il y a des aléas sur la famille, évidemment, c'est elle de gérer avec les enfants, etc. Enfin, et que du coup, il y a eu tout un travail de fait et on a plusieurs fermes dans lesquelles ça bouge. Bon, il y a toujours régulièrement des demandes de déplacer des génisses sans avoir été prévenus. Mais globalement, il y a une prise en compte du fait que le temps des femmes, en fait, est aussi important que le temps des hommes et qu'il y a nécessité de les prendre à la même mesure dans l'organisation du travail et de chacun et de ceux dans lesquels il faut interagir. C'est une vraie problématique, être multitâche sur des petits trucs mités partout.
c'est très très fréquent en effet en élevage. Oui, je rejoins Émilie, hein. C'est sûr que, alors, notamment sur une installation en couple, je pense que où, du coup, la vie de famille est vraiment très présente sur l'exploitation. Et c'est moins facile de couper et c'est moins facile aussi effectivement, de s'investir à fond dans un truc. On dit, bah là, je passe mon après-midi, je fais ça et voilà. Voilà, entre les deux, on va être coupé par un coup de fil de l'école on se dit ben non mince là il y a les enfants qui vont revenir, faut que je retourne vite fait à la maison et voilà, donc je pense qu'on va facilement et c'est un petit peu un piège, quoi. C'est un engrenage dans lequel on se laisse prendre assez facilement et où il faut réussir à prendre du recul, quoi, et dire ben non, là je suis au boulot, donc si moi je peux pas, soit je demande, bah alors moi pour le cas ça va être à mon conjoint, ben écoute là moi je suis en train de faire ça, je peux pas aller chercher les enfants au sport ou quoi, tu gères, et il faut aussi réussir à prendre du recul par rapport à ça, et moi qui ai connu la vie de salarié en fait avant, et ben avant quand j'étais au boulot je pouvais pas en plus j'avais de la route à faire, mais je pouvais pas au pied levé comme ça me rendre dispo et donc, en fait, j'essaye de mettre ça aussi en place, me dire, bon, bah, il faut que j'arrive à couper de la vie familiale aussi par moment et de me dire bah, que là, je suis sur mon travail, j'ai envie que ce soit bien fait. Et donc, pour ça, il faut que je prenne le temps. Donc, je prends le temps de bien faire mon travail parce que j'ai à cœur que ce soit aussi bien fait. Et que, alors, quand il faut aller chercher un enfant malade, il n'y a pas le choix, ben, on y va. Mais qu'il y a des fois, ben, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter aussi à s'arranger avec un voisin qui va ou un copain qui va faire du sport avec et éviter que ce soit à nous d'y aller ou au conjoint parce que c'est aussi ses enfants. Donc voilà, c'est aussi une question d'organisation, mais je dois avouer que bon, ben, chez nous, la répartition est plutôt bien faite, donc je n'ai pas trop à me plaindre. Mais je sais que pour certaines du groupe femmes, ça pèse énormément, où elles ont cette charge mentale qui est vraiment très, très présente et où couper, c'est vraiment difficile, quoi. Et, du coup, moi, ça fait écho avec, avec des échanges qu'on avait eus donc, avec Alexis Annès, donc, qui est à Toulouse, là, qui est sociologue du genre, où lui, il me disait voir réapparaître en force, notamment dans les projets agricoles alternatifs de néo-ruraux, le statut de conjointe collaboratrice, qui a été une lutte obtenue par des agricultrices il y a plusieurs années pour pouvoir, dans les années 80 du coup, pour avoir un minimum de cotisation sociale et de retraite. Donc c'était à l'époque, on passait de 0 statut à ce statut-là, mais ça reste quand même un statut extrêmement précaire où il n'y a pas un vrai droit à rémunération, etc. Et en fait, c'est un statut qui était en diminution, enfin, qui était beaucoup moins utilisé, qui avait l'avantage de permettre, quand on s'installe, quand on démarre, de pouvoir, même si on n'a pas trop de sous, de pouvoir avoir un statut pour tout le monde et tout ça. Et il s'avère qu'il semblerait que dans les fermes néo-rurales, et donc pas mal notamment en maraîchage, où il y a une installation en couple en mode projet de vie, projet familial, et où on démarre avec peu de capitaux, peu d'investissements, tout doucement, et c'est OK, enfin, c'est des trajectoires qui sont très intéressantes. Par contre, ce qui est questionnant, c'est que dans 9 cas sur 10, c'est les femmes qui prennent le statut de conjointe collaboratrice. Alors que si c'est un projet de couple et de famille, on peut très bien imaginer que les hommes, autant que les femmes, portent ce statut. Et une des hypothèses qu'avance Alexis, c'est que aussi les nouvelles arrivantes en agriculture n'ont pas bénéficié de toute l'histoire des luttes femmes agricultrices qui ont quand même arraché des statuts après des années et des années de combat, et notamment des choses qui arrivent, genre le GAEC de couple avec la transparence des aides, c'est 2011, je crois, ou 2012. Enfin, c'est fou. C'est très récent, quoi. Et donc, voilà. Donc, il y a un vrai intérêt aussi à se réapproprier l'histoire des agricultrices et ce qu'elles ont fait, parce qu'elles ont fait beaucoup de choses et qu'on ne connaît pas assez bien, quoi. Voilà. Ouais, moi, j'aurais bien poursuivre sur la question des statuts parce que c'est interpellant. Dans l'enquête FNAB, là, on voit que des conjointes collaboratrices, on en a 8%, ce qui paraît pas beaucoup, mais en fait, c'est pas mal parce qu'on peut y ajouter, c'est quand même un certain nombre, et on peut y ajouter aussi toutes les personnes qui ont
un statut mal défini. J'ai vu beaucoup de cotisants solidaires qui est un statut à l'installation quand on ne peut pas encore prétendre au titre d'exploitant agricole d'un point de vue juridique, qui en fait n'offre aucun droit concrètement, mais qui ouvre quand même le droit à payer la MSA, cela dit. Et ça c'est pas le droit de formation aussi. Ouais. Et donc ça, c'est pas loin de 10% des répondantes. Donc quand on prend ces 10-là, plus les 8 qui sont conjointes collaboratrices, on voit quand même pratiquement 20% des personnes qui ont un statut assez précaire finalement. Et d'autre part, bon ça c'est... voilà, j'ai découvert là en allant en Espagne au mois de septembre, en préparant le terrain pour aller enquêter là-bas, que là-bas, il n'y a qu'une personne sur une exploitation agricole qui peut avoir le statut d'exploitant. Évidemment, c'est toujours et ça pourrait être, ça pourrait être intéressant de comparer la France et l'Espagne de ce point de vue-là, parce qu'on va voir l'effet du statut sur la division des tâches et la reconnaissance du travail. Bref, petit point comme ça. Merci. J'avais une question sur la division sexuée des tâches. Donc, on disait que c'était beaucoup les agricultrices qui étaient en charge de l'administratif et que c'était une tâche qui était, on va dire, peu valorisée. Est-ce qu'on ne peut pas aussi travailler plutôt là-dessus, sur la revalorisation de ces tâches administratives qui sont au final des tâches qui sont quand même nobles, au même titre que les travaux agricoles? Est-ce que ça peut... Il y a la question de redistribuer un petit peu ces tâches, mais il y a aussi la question peut-être de revalorisation de certaines tâches qui peut être intéressante. C'est une ouverture. Je vous laisse réagir. Ah bah moi je suis... Pardon, vas-y Émilie. Non, vas-y Marie-Va, vas-y. Non, je voulais réagir là-dessus, où en fait, les tâches administratives, c'est des tâches qui ne se voient pas, en fait. Et qui, du coup, par rapport à la vision du voisinage, des collègues autour, eh ben, je pense que ça joue aussi dans cette répartition des tâches, où il y a encore ce truc qui est ancré là, où il faut montrer qu'un agriculteur, ou une agricultrice, peu importe, ça doit bosser, faire des heures et qu'on voit bien si son labour est droit ou pas. Et du coup, voilà, ça, il y a encore ce truc là du travail qui se voit. Et que effectivement, en fait, toute la partie plus paperasse, compta, et c'est en fait une très grosse partie de notre boulot, et qui en fait, c'est un peu l'avenir de notre exploitation, parce que moi, des fois, pour être intervenu auprès de jeunes, des fois, j'entends, ma mère, elle est là, mais elle fait que la traite et la compta. Je dis, écoute, la traite et la compta, c'est ta mère qui fait tout, alors, parce que la traite, c'est là qu'on récupère l'argent du lait, et la compta, c'est là où on gère l'argent qu'on a récupéré. Donc, derrière, je trouve ça dur, moi, quand j'entends des paroles comme ça de la bouche de jeunes, et c'est que, en fait, oui, la traite, on est enfermé dans notre salle de traite et personne ne nous voit, et la compta, on est dans notre bureau et personne ne nous voit non plus. Mais en fait, c'est deux postes hyper importants. Et en fait, la gestion, c'est là qu'on voit où va l'argent. C'est là qu'on est capable de dire, là, il faut peut-être lever le pied sur ce terrain-là. Peut-être qu'on achète trop de choses. Ou là, cette année, les frais vétos, on a vraiment un peu explosé le budget. Donc, comment on régule ça, en fait? C'est ce qui nous permet d'avoir un œil sur toute notre exploitation. Et ça, c'est quelque chose qui est le travail invisible. J'ai envie de faire le relationnel avec le travail invisible domestique, en fait. Du coup, c'est un peu du travail qui ne se voit pas, mais qui ne veut pas être vu, en tout cas, et que s'il n'est pas fait, c'est le bordel à la maison, quoi. C'est vrai qu'il se voit quand il n'est pas fait. Oui, et puis préciser aussi que souvent, la partie administrative est faite quand les enfants sont couchés. Ça ne fait pas partie d'une journée de travail type, et ça a changé. Quand on fait l'administratif, c'est quand on rentre à la maison. Enfin, moi, personnellement, quand je rentre à la maison, je rentre à la maison. Et beaucoup de mamans agricultrices, elles font la compta quand les enfants sont couchés, et je trouve pas ça très très sain, quoi. Donc peut-être avoir une reconnaissance aussi là-dessus sur les fermes, en disant la comptabilité, elle est faite en journée. Quand on rentre à la maison, on rentre à la maison.
Ben, justement, le témoignage de Mareva, là, elle n'est pas la seule. Il y a une autre aussi dans le groupe, Mathilde, qui a connu ce genre de truc. Et donc maintenant, quand elle demande aux jeunes s'ils veulent s'installer après leurs parents et qu'ils disent oui, je vais reprendre la ferme de mon père, et qu'elle découvre que la mère aussi travaille sur la ferme, ça lui dresse les cheveux sur la tête. Et du coup, le groupe s'est motivé. Et donc là, en 2021, on va faire des interventions dans des collèges avec des 4e, 3e qui sont dans les questionnements autour de l'orientation et tout ça. Donc, pour valoriser le métier d'agricultrice et notamment en système durable, économe, autonome. Voir tous les champs de compétences que ça couvre, à quel point c'est un métier extrêmement complet, dans lequel tout un tas de modalités et de personnalités peuvent s'y retrouver. Donc l'idée, c'est de susciter des vocations et puis évidemment de continuer à lutter contre les stéréotypes et visibiliser l'importance de toutes les tâches et bien les mettre là. Et ensuite, on ira dans les lycées agricoles. On va d'abord se tester avec les collèges et on a des plans l'année d'après avec les lycées agricoles. On va essayer de prendre ça avant que les gens soient installés, qu'ils se les posent un petit peu. On va essayer en tout cas de les sensibiliser. Est-ce que Romane, c'est quelque chose que vous voyez aussi en études d'agronomie ou jamais? Enfin, est-ce que ces questions de genre, elles sont posées? Non, elles ne le sont pas. Alors, du coup, j'ai un peu le sentiment d'avoir pu soulever la question du fait de moi m'y être intéressée par mon projet. Maintenant, ça arrive souvent que cette année, une fois que j'ai fait mon projet et que je suis revenue en cours, on l'évoque un peu. Mais très rarement, et c'est tout le temps à l'initiative des étudiants. Mais dans tous les cas, pour la formation d'ingénieur en agronomie, je trouve que les questions sociologiques ne sont pas du tout abordées, parce qu'il y a plein de thèmes comme ça dans l'agriculture qui sont hyper importants. Et non. Enfin, moi, je trouve que c'est très peu abordé. C'est pas assez. Un peu à l'image de la société en général, en fait. Oui. Du coup, j'ai vu dans le chat qu'il y avait une question sur ça. Nous, c'est vrai que quand on s'est penché sur la répartition des tâches et aussi les différences de revenus qui existent entre agricultrices et agriculteurs, on est vraiment typiquement dans ce qui est décrit sociologiquement dans le reste de la société, ni pire ni moins bien. Après, dans des cadres où professionnellement, le nombre d'heures est souvent plus important, donc où ça rajoute une contrainte supplémentaire, en tout cas un poids supplémentaire possible, quoi. C'est vrai que c'est aussi un sujet sur lequel, avec la commission à Gourbio, on est aussi en train de se pencher sur aller dans les lycées agricoles pour faire de la sensibilisation, pour montrer aussi, par exemple, des images et poser la question de ces images. Par exemple, on parlait tout à l'heure aussi des machines agricoles, mais ça fonctionne aussi pour tous les catalogues de machinistes, etc., où des fois on se retrouve face à des choses qui sont quand même assez dérangeantes. Et voilà, ça permet, si on se pose les questions très tôt sur ces questions de genre, on est persuadé aussi que ce sera vraiment essentiel. Dans le chat, il y avait aussi quelqu'un qui parlait dans les lycées agricoles. Est-ce que vraiment on leur pose ces questions des différents statuts, des avantages et inconvénients des différents statuts? Voilà, ça peut être des interventions qui sont nécessaires aussi en lycée agricole. J'ai une question sur le... Alors, il y en a plein qui sont arrivés d'un coup. Est-ce que dans les stages à faire lors de l'école ou des formations, vous aviez déjà été face à des refus car vous étiez une femme, ou est-ce que plus globalement, il y a eu des discriminations parce que vous étiez une femme? Donc ça, j'imagine que c'est plutôt pour Romane. Du coup... moi, dans ma formation ou dans les stages que j'ai pu faire, pas du tout. Mais parce que justement, la formation ingénieur est quand même assez féminine. C'est une des formations agricoles où il y a le plus de femmes. Mais par contre, oui, j'ai connu beaucoup de
de témoignages autour de moi, de personnes en formation un petit peu plus technique, en BTS et tout ça, qui par exemple se sont vues refuser certains stages ou même se sont vus refuser certaines tâches à effectuer. Et d'ailleurs, en disant ça, je me rends compte qu'en fait, si, j'ai déjà eu dans certains des stages, par exemple, c'était pas à moi qu'on demandait de conduire le tracteur, parce que c'était pas moi qu'on formait à conduire le tracteur, alors que ça aurait pu, par exemple, je pense à ça, mais dans la formation, non, pas dans la formation. Et peut-être Élodie et Mareva dans vos parcours d'installation. Moi, j'ai eu la chance pour mon bac et mon BTS agricole d'être dans des fermes qui acceptaient totalement les femmes. Je me rappelle mon stage de bac, je crois que ça faisait longtemps que je n'avais pas conduit un tracteur et j'étais en montagne et l'agriculteur m'a dit, tu prends le tracteur, de toute façon, il y a un creux long de la route, tu mets un côté du tracteur dans le creux et puis tu avances, tu vas apprendre à conduire le tracteur comme ça. Et après, il m'a appris à conduire le tracteur. Et puis en BTS, pareil, j'ai eu un super maître de stage qui ne faisait pas du tout de différence, qui m'a appris beaucoup de choses. Après, j'ai été salarié agricole, donc là, ça s'est très bien passé, jusqu'au moment où il a fallu que je m'installe et quand on m'a dit non parce que tu es une femme. Bon, voilà. Après, ça ne m'a pas empêché de m'installer et maintenant on est à la tête d'une ferme où on est deux femmes qui travaillent à plein temps dessus et nous, on a fait une belle revanche sur la vie des femmes en agriculture. Et Mareva, est-ce que… Moi, à titre personnel, j'avais pas de formation agricole. J'ai refait un BPREA il y a 3 ans maintenant. Et du coup, j'ai pas été confrontée à ce genre de problématique, mais je sais que c'est effectivement des choses qui sont un peu récurrentes en milieu agricole et notamment on sait qu'au sein du groupe femmes, il y en a certaines qui ont été effectivement mises dans des situations pas toujours très agréables en tant que femme ou en tant que salarié, même salarié agricole, en disant tu es en âge d'avoir des enfants, si tu es enceinte l'année prochaine, j'ai pas trop d'intérêt de t'embaucher, quoi. En gros, c'était ça, quoi. Ça faisait ou alors c'est des trucs, ma femme va être jalouse, qui était plutôt jolie. Et voilà, nous, c'est vraiment vraiment des problèmes sur lesquels on veut communiquer parce que c'est au jour d'aujourd'hui, c'est juste même pas acceptable ce genre de remarques. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait bouger des choses chez des hommes dans le réseau, d'entendre ces trucs-là, notamment quand on a fait le grand événement Femmes en Ferme en octobre 2019, on a collecté sur des post-it des situations de discrimination et d'autres situations au contraire de joie et d'appropriation de qui on est dans son métier, aussi bien d'hommes que de femmes, bon, plus massivement de femmes qui ont témoigné quand même. Et donc ces documents-là, ils sont accessibles notamment via la page genre et agriculture du site internet de Réseau Civam, si ça vous intéresse de voir d'autres témoignages. Parce qu'en 44, moi j'ai l'impression de voir, alors il faudrait faire des vraies statistiques, etc., mais plus ça va, plus j'entends des fermes qui embauchent des femmes, y compris des équipes où maintenant il n'y a que des salariés femmes. Donc ça c'est assez intéressant et c'est assez nouveau. Et aussi des partages de réflexions d'agriculteurs, notamment des administrateurs chez nous, qui ont eu des salariés hommes, qui là se retrouvent avec des salariés femmes et qui ont eu tendance à genrer les tâches, donc à ne plus confier tout ce qui était lié au tracteur à leurs salariés et qui ont pris du recul et qui l'ont capté et qui ont essayé de s'interroger sur le pourquoi du comment ils ont fait ça d'entrée alors qu'ils n'avaient pas d'a priori sur ces compétences à elles. Et donc, c'est vachement intéressant parce qu'ils essayent de déconstruire vraiment le fond du pourquoi ils posent tel ou tel acte. Donc, à voir, il faudrait interviewer les salariés, du coup, voir comment elles vivent le truc, si ça change ou pas des choses. Et pour les employeurs aussi, ce serait intéressant. Un petit mot dans l'année qui vient de s'écouler. Là, j'ai reconstitué 3 parcours à l'installation d'agricultrices. Et les 3 ont connu ce type de discrimination, de remarques parfois graveleuses aussi, de difficultés à trouver un stage. Et en fait, ce qui les relie et ce qui ont fait que ces installations se sont bien passées finalement,
c'est la première qui a trouvé, en fait, qui a fait son stage chez une agricultrice, et puis les 2 autres parcours à l'installation, qui sont deux de ses salariés à elle. Donc voilà, il y a une sorte de, voilà, il y a une solidarité féminine qui a permis de contrecarrer l'obstacle que constituait ce type de discrimination. Je trouve que c'est positif ce que tu disais, Émilie, et peut-être que Elodie pourra réagir un petit peu là-dessus, mais c'est que les choses, elles peuvent changer aussi assez rapidement. Nous, ça fait depuis 2017-2018 qu'on commence à travailler sur ce sujet au sein du réseau, en tout cas en Ille-et-Vilaine. Et maintenant, c'est vrai que c'est un sujet vraiment comme un autre au sein du bureau, au sein du conseil d'administration. Et maintenant, c'est vrai que les personnes se posent des questions pour se remettre en question sur leur comportement, pour se rendre compte est-ce que c'était genré ou est-ce que ça ne l'est pas. Et ça fait 2-3 ans. Chez vous, ça fait un petit peu plus longtemps. Mais voilà, je trouve que c'est quand même assez positif. Oui, on voit clairement que ça bouge. Et je voulais vous inviter aussi, si vous voulez suivre ces questions, il y a un chercheur qui s'appelle Valérie Rasplus. Je ne sais pas s'il est en thèse ou s'il est déjà chercheur, mais qui a un compte Twitter qui s'appelle Agrigenre, sur lequel il publie régulièrement des articles vraiment super, super intéressants, et notamment sur les agricultrices et la manière dont on parle des agricultrices ou des agriculteurs dans la presse et autour de ces questions-là. Et quand on tape l'occurrence agriculteur au singulier ou agriculteur au pluriel, et quand on tape agricultrice au singulier ou au pluriel sur le moteur de recherche le plus souvent utilisé, en fait, on s'aperçoit qu'agriculteur, ils sortent souvent plus avec un S, donc en mode la profession et en lien avec tout ce qui est technique, les fermes. Et agricultrice, c'est toujours associé soit à la lutte pour les droits, en gros, des agricultrices, soit à des portraits individuels d'agricultrices. Et en fait, c'est là où je voulais en venir, c'est que je trouve que ce qui change aussi, c'est qu'on sort du schéma de la Wonder Woman. Et ça, il était temps, parce que jusqu'à présent, les agricultrices qui étaient mises en avant, c'était en gros un peu la PDG de Google avec ses 3 enfants, quoi. Des femmes qui gèrent une ferme, qui gèrent une famille, qui sont aussi au conseil d'administration de trucs, qui n'ont pas une ride, tout le temps une belle peau et le smile. Et en vrai, en fait, toutes les femmes et tous les hommes ont des difficultés, des moments de mou, et où on est plus sur des dynamiques collectives qui sont relayées, je trouve, et ça fait du bien. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on insiste et qu'on soit, pour moi, vigilante à ne pas essayer de mettre en avant genre des modèles avec lesquels, en fait, c'est hyper difficile de s'identifier dans la vraie vie. Merci. Alors, j'enchaîne sur une autre question. Alors, il y avait une question pour Émilie. Est-ce que tu pouvais redonner la répartition entre le travail sur la ferme et le travail domestique d'une chef d'exploitation? Et aussi, est-ce qu'on a la différence entre chef d'exploitation femme et homme? Le temps de travail sur la ferme. Oui. Alors, il faut que je précise, du coup, ça n'est pas du tout un travail de l'ampleur de celui mené par Alexandre, puisque nous, on avait une 50aine de répondants-répondantes, à peu près moitié-moitié hommes-femmes. Et c'était une enquête assez longue, puisqu'il fallait entre une demi-heure et 3/4 d'heure pour y répondre. Donc, on est déjà assez content d'avoir eu ce taux de réponse-là. Après, il a été envoyé à 200 et quelques personnes, donc finalement, c'est pas si mal, mais on n'est pas sur un échantillon de 2500. Donc, les chiffres que je vous donne, il faut prendre ce qu'ils valent, c'est-à-dire quelques fermes adhérentes du réseau CIVAM 44. Alors, tac, voilà. Donc, on a un temps de travail moyen hebdomadaire, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, de 57 heures semaine. Pour les femmes, le temps de travail à la ferme est en moyenne de 40 heures, avec une énorme disparité. Ça va de 15 heures à 60 heures. Et pour les hommes, on est plutôt à 46 heures par semaine et ça va de 25-35 heures aussi à 60 heures. Donc, il y a plus 6 heures passées à la ferme pour les hommes en moyenne. Et par contre, sur le temps domestique moyen, les femmes sont à 17 heures en moyenne, donc avec un écart type qui va de 5 heures à 40 heures. Et les hommes sont à 11 heures en moyenne, avec moins de 5 heures à 25 heures.
Et quand on est dans le détail des tâches, si ça vous intéresse, on peut vous envoyer. On est en train de préparer un petit tract avec tous les résultats de cette enquête-là, mais en attendant, on a un diaporama qui est très bien fait par Luna Terrier, qui a été en stage chez nous pendant 6 mois pour réaliser ce boulot-là. Et on le voit très bien sur les tâches, quoi. C'est impressionnant ce qui est pris en main par les hommes et ce qui est pris en main par les femmes. Au niveau du domestique, il y a une proportion d'hommes qui ne touchent jamais au ménage et qui ne touchent jamais à la gestion du linge qui a atteint les 48%. C'est quand même balèze. Et à l'inverse, sur tout ce qui est travail d'attelage du matériel sur le tracteur, c'est là où on a plus de 55% des femmes qui n'y touchent jamais, alors que pour les hommes, c'est la proportion inverse, quoi. Voilà. Est-ce que, Alexandre, vous avez aussi, dans l'enquête FNAB, eu ce type de chiffre ou pas? Je ne me rappelle plus. Tu as coupé ton micro, Alexandre. Je t'entends plus. Oui, pardon, j'ai oublié de le rallumer. Oui, effectivement, ouais, on a eu ça. En fait, on a mesuré aussi la... Alors, on n'a pas mesuré, nous, on n'a pas mesuré le temps, on a mesuré qui prend... qui... Est-ce que, enfin, voilà, la question elle était posée comme ça. Est-ce que c'est toujours moi, le plus souvent moi, autant moi que mon conjoint, mon compagnon, compagne, le plus souvent l'autre, quelqu'un d'autre? Et bref, je peux vous partager mon écran, genre juste une seconde. Voilà, ça, sur le travail domestique, ça nous a donné ça. Est-ce que vous le voyez? Non, vous ne le voyez pas encore. Pas encore, voilà. Ouais. Voilà. Ça nous a donné ça. Donc, là, vous voyez en bas un indice qui va de 0 à 100. 100, c'est la situation où c'est la répondante qui fait l'intégralité d'absolument toutes les tâches domestiques. Et 50, qui est là, ce serait une répartition égale, qui est ici, là, vous voyez ma souris. Hop. Et ce que vous avez du coup, sur la, vous voyez le déséquilibre entre la gauche et la droite du graphique est tout à fait parlant, quoi. On avait comparé avec la répartition, la même répartition, parce que en fait l'INSEE pose exactement les mêmes questions dans l'enquête sur les ménages sur l'ensemble de la population française, et la distribution sur l'ensemble de la population française est beaucoup moins massée à droite du graphique. Donc c'est-à-dire que l'inégalité de répartition des tâches ménagères dans l'agriculture bio, et enfin voilà, le déséquilibre en tout cas est beaucoup plus marqué que dans le reste de la population. Voilà. C'est édifiant. Est-ce que, Alexandre, ces données elles sont disponibles quelque part, et Émilie, pareil, est-ce que ces données sont disponibles quelque part sur des sites internet pour qu'on puisse mettre les liens? Là, ce que je vous ai montré, moi, ça, c'est un graphique plus détaillé que j'ai fait pour mon mémoire, mais ces données-là, elles sont dans le rapport de la FNAB que tu as posté, je pense, tout à l'heure dans le chat quelque part. Ok. C'est dans le 32 pages, là, et c'est là-dedans. Et à l'usage des gens qui seraient dans le réseau FNAB, les données brutes, elles sont sur le serveur de la FNAB à Paris, et elles sont consultables pour les salariés de ce réseau, je pense. Merci. Alors, il y a eu juste une intervention, je remonte. Marie-Pierre qui travaille dans l'enseignement agricole et qui nous disait que dans chaque région, il existe un animateur régional insertion égalité, membre du réseau national insertion égalité qu'elle anime et qui essaye d'avancer sur les sujets qu'on évoque et qui souhaite, par exemple, travailler de manière plus approfondie prochainement sur les filières genrées. Donc, et que des partenariats sont possibles avec tous les organismes qui travaillent sur ce type d'intervention. Donc, en tout cas, c'est chouette aussi de voir que l'enseignement avance aussi sur ces sujets-là. C'est vrai que c'était un petit peu tous nos questionnements. Pour l'enseignement agricole, en PACA, il travaille avec les CIVAM aussi pour la journée des femmes rurales, et ça a permis de faire des animations dans les classes sur les représentations. Donc, intéressant aussi. Plop, plop. Je pense qu'on a pu traiter toutes les questions.
Donc, alors, il y a juste eu plusieurs fois des demandes vraiment de retour de témoignages et d'exemples. Alors, peut-être que Romane, tu peux présenter un peu plus un peu plus précisément, pardon, ton projet, parce que c'est vraiment ça, au final, des retours d'expérience. Oui, oui, du coup, ce dont j'avais pas encore trop parlé, c'est que, enfin, si j'ai évoqué que je trouvais que la communication était importante et je me rendais compte que bah, moi, j'avais la chance et puis la volonté d'avoir pu monter ce projet et de le faire, mais que finalement, bah, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants, en tout cas, et puis d'autres profils de personnes qui pouvaient se poser la question, mais ne pas avoir cette chance-là de rencontrer les gens. Et du coup, toutes les personnes que j'ai rencontrées, on a fait un interview filmé et j'ai fait des vidéos. Donc là, je suis encore en cours parce qu'il y a pas mal de travail de montage et tout ça. Mais donc voilà, une grosse partie du projet, c'est des vidéos reportages sur les productrices qui partagent leurs témoignages et puis qui expliquent leur travail aussi. Donc voilà. Cool. Merci. Je vous laisse peut-être Enfin, en tout cas, on n'a plus de questions, Élodie, donc si tu veux finir de conclure cette conférence. C'était une après-midi très, très intéressante. On est beaucoup à être intéressés par le sujet, à vouloir faire bouger les choses. Donc, merci à vous de votre participation, de vos lumières surtout. J'espère qu'on pourra se recroiser très vite pour pouvoir travailler ensemble, pourquoi pas. Et merci à tout le monde de nous avoir suivis avec intérêt, d'avoir posé des questions. Voilà, j'espère que dans un an, on pourra peut-être se retrouver et puis dire qu'on a vraiment fait changer beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et on est plein d'espoir. Donc, merci à vous. Et merci à toi, Élodie, pour l'animation. Merci, c'est ma première fois. Très bien passé. Bravo. Au revoir. Merci pour votre invitation. Oui, merci beaucoup. Merci, c'était très chouette, ouais. Oh, ça déconnecte.